Elle est nigériane. À l'issue de ses études secondaires, elle s'est orientée en médecine. Quelques années plus tard, à 19 ans, elle a complètement changé de cap, s'est rendue aux États-Unis pour y poursuivre des études de communication et de sciences politiques. Elle a plusieurs romans et essais à son actif pour lesquels elle a reçu de nombreuses distinctions littéraires. C'est une féministe avérée et elle a été cette année choisie par la maison Dior pour être la première égérie du sac, de la nouvelle version du sac Lady Dior. Il faut préciser que quelques années avant, en 2017, elle a été toujours remarquée par cette maison de haute couture qui avait choisi sa phrase culte « We should all be feminist » et l'avait apposée sur ses t-shirts durant la Fashion Week. Vous avez deviné, il s'agit de la talentueuse Chimamanda Ngozi Adichie. Et pour ce 6e numéro de Bolanga, nous allons parler de son premier roman paru en 2003, Hibiscus pourpre. Chers Bolanga Family, bonjour, j'espère que vous vous portez tous bien. Quant à moi, je suis heureuse de vous retrouver pour un nouvel épisode de votre capsule littéraire préférée. Le mois dernier, nous étions sur l'île de Niodior au Sénégal et aujourd'hui, maman et moi vous proposons de nous suivre au Nigeria. À vous qui, pour la première fois, allez faire partie de ce voyage, je vous souhaite la bienvenue. Bienvenue à ce moment sympa, sans prétention, où nous allons parler littérature africaine, histoire de chez nous, culture, valeurs, etc. Et surtout, pensez à activer la cloche de notification au bas de votre écran afin que vous puissiez être informés tous les mois du nouvel épisode qui paraîtra. Alors, comme je vous le disais, nous sommes aujourd'hui au Nigeria, dans le pays de Kambili, l'héroïne de notre livre du jour qui est Hibiscus pourpre. Kambili nous raconte dans ce roman l'histoire de sa famille nucléaire d'une part, son père, sa mère, son frère, une famille qui est dirigée à la baguette par un père autoritaire versus la famille de sa tante paternelle, la sœur de son père, où règne communication, rire, ouverture d'esprit. Alors c'est ce que nous allons voir, une famille finalement où chacun de nous pourrait se retrouver. Alors je vais demander à maman de nous dire ce qu'elle pense de ces deux familles. Bonjour maman. Bonjour Siliki. Tu es particulièrement radieuse aujourd'hui. Ah ben c'est bien. Alors que penses-tu de ces deux familles de Kambili? Ben, avant de répondre à la question, je voudrais d'abord rendre hommage à une grande dame africaine, auteur, dramaturge, panafricaniste, qui nous a quittés le 31 mai dernier. Il s'agit de Amata Eidou, que je connaissais d'ailleurs. Qu'elle repose en paix. Bon, maintenant je vais répondre à la question. Les deux familles, effectivement, sont différentes, si vous voulez. La première famille, donc la famille de la petite Kambili, enfin la petite, elle a 16 ans, qui est dirigée par un père qui est très autoritaire et que moi j'ai même osé appeler un commandant d'armée. Mais il a quand même des points positifs. Donc qui est ce père? Il s'appelle Eugène. Il a un nom africain, mais on l'appelle Eugène. On saura certainement pourquoi. Alors c'est un monsieur qui est parti, si vous voulez, de la pauvreté, parce qu'il est d'une famille très modeste. Il marchait des kilomètres pour aller à l'école. Il a été éduqué chez les missionnaires. Et pendant qu'il était donc éduqué pour pouvoir payer sa scolarité, il a été gardien, il a été jardinier. Mais en fait, il a compris qu'il fallait qu'il travaille beaucoup. Il a donc travaillé. Et puis là, aujourd'hui, il s'est au plus haut niveau de la société
parce qu'il est devenu très riche. Il a plusieurs entreprises. Il a même un journal. Et donc, c'est quelqu'un qui compte dans la société. Et comme c'est quelqu'un qui compte dans la société, effectivement, il remplit bien son rôle de chef de famille. C'est-à-dire qu'il pourvoit, il donne le logis, le couvert, il envoie ses enfants à l'école, dans de bonnes écoles. Il est à même de leur assurer leur santé et tout. Et puis il est respecté donc dans sa communauté parce qu'il a beaucoup d'argent. Mais il est généreux aussi parce qu'il partage beaucoup. Il partage beaucoup, il donne aux pauvres, à tel point que même à l'église, il est cité en exemple. Maintenant, à côté de cela, je disais tout à l'heure qu'il était un commandant d'armée parce qu'il dirigeait son monde à la baguette, comme si c'était une armée. Personne ne pouvait rien redire à ses commandements. Et lorsqu'il y avait l'un d'entre eux, il y avait son épouse et puis ses 2 enfants qui n'obéissaient pas, il les châtiait. C'est vraiment le mot à utiliser. C'est comme ça qu'à un moment donné, il a tellement frappé sur sa fille Kambili que Kambili est pratiquement tombée dans le coma. Il a également... il a coupé le doigt de son fils qu'on appelle Jaja. Tout simplement parce qu'au catéchisme, il n'a pas bien travaillé et qu'il n'a pas été le meilleur élève de sa classe. Et puis, il a également fait, je ne sais pas s'il faut dire fait avorter sa femme, parce que sa femme était enceinte et je ne sais pas ce qu'il lui a reproché. Il a pris la table, il la lui a tapé sur le ventre et elle a perdu sa grossesse. Voilà le genre de choses qu'il faisait. Au point où on en est à se demander s'il n'était pas malade quelque part. Bon, en plus, c'était, comme l'a dit sa sœur justement, oui, l'exemple type du colonisé complexé. À tel point que... Complexé, pourquoi? Il reniait sa culture? Ben oui, il reniait sa culture parce qu'il avait un nom, Ibo. Mais on l'appelait Eugène. Tout comme son épouse, on l'appelait Béatrice. Elle avait un nom également, un nom Ibo. Mais le plus grave, c'est qu'il avait pratiquement renié son père. Il n'allait pas voir son père. Il interdisait à ses enfants d'aller voir leur père, leur grand-père. Heureusement que dans la communauté, il y a quand même eu quelqu'un qui est venu lui dire que c'était une hérésie. Comment est-ce qu'il pouvait empêcher ses petits-enfants, ses enfants d'aller voir leur grand-père? Et tout ça pourquoi? Parce que le grand-père a refusé de se convertir au christianisme. Alors il l'appelait un impie et il estimait qu'aucun impie ne doit mettre ses pieds dans sa maison. Et à tel point que son père est décédé sans avoir mis les pieds dans sa belle maison. Et donc, en fait, il a coupé en fait les racines. Il a coupé les racines et ses enfants étaient éduqués comme des gens qui n'avaient plus de racines. Donc ça, c'est l'autre côté du père, justement, de Kambili. En face de cette famille, il y a donc la famille de Tanti Ifeoma. C'était la sœur de Gênes. Ils avaient reçu la même éducation familiale. Elle avait également été instruite chez les missionnaires, mais le résultat n'a pas du tout été le même. Parce qu'elle n'a pas coupé avec son père. Ses enfants connaissaient leur grand-père. Et en plus, la maison de Tanti Ifeoma était décrite comme une maison où on entend toujours, comme tu l'as dit, des éclats de rire, parce qu'il y avait communication. Elle prenait des temps comment est-ce qu'on peut dire ça? Utiles, pas utiles, mais des qualités, des temps de qualité, des moments de qualité avec ses enfants. Elle était veuve, je crois que ça, il faut le préciser. Elle était veuve, son mari et elle étaient de conditions modestes, mais ils étaient très heureux et avec leurs enfants. Elle est professeure à l'université de Nsukka, au Nigeria donc. Lorsque son époux est décédé d'un accident de la route, de circulation, elle a fait tous les rites qu'on lui demandait de faire.
dans sa belle famille. Elle avait de bons rapports avec la belle famille, mais à un moment donné, elle a coupé parce que on a commencé à lui dire que c'est elle qui avait tué son époux. Et comme elle dit, bon, ben, c'est des gens qui avaient des cerveaux de pintade, alors finalement, je n'y suis plus allée. Mais lorsqu'il a fallu envoyer ses enfants, surtout ces 2 garçons, pour qu'ils aillent faire les rites traditionnels, elle les a envoyés. Et elle travaillait donc à l'université, mais à un moment donné, étant donné tout ce qu'on peut voir dans nos universités, les salaires qui ne sont pas payés, et tout ce que vous voulez, elle a donc décidé de partir aux États-Unis pour mieux assurer l'éducation et l'avenir de ses enfants. Mais contrairement à sa belle-sœur, donc la maman de Kambili, elle savait mettre au pas son frère. C'est-à-dire qu'elle n'avait pas peur du tout de lui dire ce que tu fais n'est pas bon. Et le plus, je ne dirais pas le plus drôle, mais ce qui se passait, c'est que le père semblait ne pas approuver, mais à la fin, ben, il obtempérait. Ben justement, ça me fait penser à quelque chose. Donc là, on voit effectivement que c'est 2 styles de vie complètement différents auxquels Kambili est confrontée, puisqu'elle va aller en vacances chez sa tante. Et donc, je voudrais rebondir sur ce que tu viens de dire et même lire un passage qui m'a marqué, c'est qu'on puisse parler finalement de ces 2 dames. C'est ça. La maman de Kambili, Mama comme on l'appelait, et Auntie Ifeoma. Oui. Et donc il y a un passage que j'aimerais lire. Alors c'est Kambili bien sûr qui parle et qui dit « La première fois que j'avais entendu Tati Ifeoma appeler maman Mouignem, j'avais été horrifiée qu'une femme puisse appeler une autre femme mon épouse. Lorsque je lui avais posé la question, papa m'avait expliqué que c'était des vestiges de traditions impies, l'idée que la famille et non l'homme seul épousait la femme, et plus tard, maman avait murmuré, bien que nous fussions seuls dans ma chambre, je suis son épouse à elle aussi, parce que je suis l'épouse de ton père, ça montre qu'elle m'accepte. Et ensuite, je voudrais partager un autre passage. Donc c'est toujours Kambili qui parle, parce qu'elle regarde en fait, ce qui se voilà, passe. elle nous compte ce qui se passe. Sa mère, Mama et Auntie Ifeoma sont en train d'échanger. Et elle dit, je regardais leurs lèvres se mouvoir pendant qu'elle parlait. Les lèvres nues de Mama étaient pâles, comparées à celles de Tati Ifeoma, couvertes d'un rouge à lèvres bronze brillant. L'Oumna dira toujours des choses qui blessent, dit maman. Notre propre Oumna n'a-t-elle pas conseillé à Eugène de prendre une autre épouse parce qu'un homme de sa stature ne peut se contenter de 2 enfants? Si je n'avais pas eu des gens comme toi de mon côté, hein, arrête d'être reconnaissante. Si Eugène avait fait ça, ça aurait été lui le perdant, pas toi. C'est ce que tu crois. Une femme avec des enfants et pas de mari, ça donne quoi? Moi. Maman secoua la tête. Tu recommences? Tu vois ce que je veux dire? Comment une femme peut-elle vivre ça? Les yeux de maman s'étaient arrondis, prenant plus de place dans son visage. Nouyem, quelquefois, la vie commence quand le mariage prend fin. Toi, tes propos d'universitaire là, c'est ce que tu racontes à tes étudiantes? Maman souriait. Sérieusement, oui. Mais elles se marient de plus en plus tôt ces temps-ci. À quoi nous sert un diplôme, me demande-t-elle, si nous ne trouvons pas de travail avec? Au moins, elles auront quelqu'un qui s'occupera d'elles si elles se marient. Je ne sais pas qui s'occupera de qui. 6 filles de mon séminaire de première année sont mariées. Leurs maris viennent les voir tous les week-ends en Mercedes et en Lexus. Ils leur achètent des chaînes hi-fi, des livres de cours, des frigos. Et quand elles obtiennent leur diplôme, elles deviennent la propriété de leur mari, elles et leur diplôme. Tu ne vois pas ça? Maman secoua la tête. Encore des propos d'universitaire. Un mari couronne la vie d'une femme, Ifeoma, et c'est ce qu'elles veulent. Alors, j'ai lu ces passages parce que elles ont finalement 2 façons de voir la vie complètement différentes. Or, ce sont en même temps les figures maternelles de Kambili. C'est ça.
Et voilà, qu'est-ce que tu penses enfin, j'ai mon avis là-dessus, mais j'aimerais bien savoir, toi, ce que tu penses de ces deux dames, de la tante et de la mère. Parce que, bon, la mère, enfin, je vais dire ce que je pense, la mère, finalement, je l'ai trouvée très passive. C'est-à-dire que son mari les torturait, il la torturait elle-même. Je me rappelle le jour où sa fille avait ses règles, ils étaient en jeûne et il fallait qu'elle prenne un médicament. Donc elle a cassé, elle a rompu le jeûne et le papa est venu quand il s'en est rendu compte. La maman a essayé de cacher, mais il s'en est rendu compte et il les a tapés tous les trois. C'est-à-dire la maman, Jaja et Kambili. Tout à fait. Et de l'autre côté, on a Auntie Ifeoma qui est très ouverte d'esprit, qui parle de tout avec ses enfants. Okay? Elle a de la rigueur, même si elle est seule, elle est veuve. Elle les laisse s'exprimer, mais en même temps, il y a la rigueur d'une mère. Oui, oui. Donc, finalement, Kambili se retrouve avec ces deux figures maternelles. Et voilà, qu'est-ce que toi, tu penses de ces deux femmes? Ben, moi, je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que d'un côté, il y a la maman, donc maman, qu'on appelle maman, et dont la personnalité est complètement bridée par le mari. Elle n'ose pas, elle aime bien ses enfants, mais elle n'ose pas en fait jouer son rôle ou sa mission de mère parce que elle n'a pas des véritables moments de qualité avec ses enfants pour discuter avec elle. Parce que le mari avait dressé un emploi du temps, c'est lui qui gérait tout, c'est lui qui déterminait le temps que les enfants devaient passer, même la mère. Donc en fait la mère, comment est-ce qu'on peut dire ça? Elle essayait de tricher un peu. Mais même lorsqu'elle trichait et qu'elle allait voir ses enfants, elle tremblait parce qu'elle avait peur que le mari arrive. Tout à fait. Donc, voici cette mère. Mais je me suis rendu compte que c'était son choix. Je ne sais pas comment elle l'a fait, mais c'était son choix. Parce que c'est quand même une dame qui a été à l'école. Quand je l'ai entendu à travers le roman discuter avec sa belle-sœur, je me suis rendu compte qu'elle avait été à l'école, mais qu'elle avait choisi cette manière de vivre-là. Maman était instruite. D'ailleurs, son père a été l'un des premiers également instruits dans le village. D'ailleurs, sa photo trônait dans le séjour. Dans le séjour. La photo du père de maman. Et le père de papa, lui, il n'avait pas le droit de venir dans cette maison. C'était un impie. Alors, le père de maman, il était religieux, non? Non, c'était un bon chrétien. Okay. C'était un bon chrétien également. Elle a été à l'école, mais elle a choisi de se laisser dominer par son mari parce qu'elle estimait que c'est en se comportant de cette manière-là qu'elle pouvait plus ou moins sauver ses enfants, être auprès de ses enfants. Parce que le mari était un commandant d'armée, peut-être que si elle avait réagi, il lui aurait dit « Bon, ben, écoute, tu retournes chez toi ». Mais je ne sais même pas si elle aurait pu retourner chez elle parce que dans tout le livre, on ne parle pas de sa mère ni de sa famille. Oui, on a l'impression que c'est quelqu'un qui a poussé comme ça, qui est là, d'où elle vient, où elle va, ben, on ne sait pas. Donc c'est un choix qu'elle a fait. Tati Ifeoma, moi j'avoue que je l'aime beaucoup parce que c'est quelqu'un qui se débrouille, qui est ouverte, qui remplit sa mission en tant que mère, qui transmet. Elle transmet par les discussions avec ses enfants, elle transmet par les moments de qualité. Elle est même allée pique-niquer en haut d'une montagne avec eux. Et je crois qu'elle a insisté de recevoir son neveu et sa nièce chez elle parce qu'elle a vu qu'ils ne se réalisaient pas chez leur papa. Elle voulait en fait faire éclore leur personnalité. Et à la fin, je pense qu'elle l'a réussi. Je pense qu'elle a réussi. Je pense effectivement que, comme toi, qu'elle a réussi parce que finalement, ce livre-là, met en avant le cheminement vers la liberté de Kambili et même de Jaja. Et même de Jaja. D'ailleurs, le titre
hibiscus pourpre fait référence à la liberté qu'ils ont eue chez justement Anti et Fauma, parce que c'est là-bas qu'ils ont découvert les hibiscus. Je suppose qu'en fait, ils étaient tellement ouverts, prompts à apprendre de la vie, de la nature, qu'ils ont remarqué les hibiscus. Et quand ils sont arrivés chez eux, si tu te rappelles, un jour, Jaja a dit à sa sœur, Kambili, Kambili, viens voir, il y a un hibiscus. Comme chez Anti. Oui, parce qu'ils ont ramené des boutures. Bon, l'hibiscus c'était moins pourpre que là-bas, mais toujours est-il que ça leur faisait penser à ce bel endroit. Mais ce que je voulais dire, c'est que on voit effectivement comment Kambili progresse. Elle part d'une attitude où elle est vraiment introvertie, elle parle pas. Elle n'arrive même pas à parler. Elle n'arrive même pas à s'exprimer, même quand elle fait face à des défis ou bien des difficultés, elle ne s'exprime pas. Et puis petit à petit, elle commence à avoir confiance en elle, et etc. Elle s'exprime. Et donc, j'aimerais bien savoir, toi qui es ma mère, qu'est-ce qui finalement pour toi, comment est-ce qu'on peut définir le cadre idéal, familial, pour que des enfants, même si évidemment ce n'est pas cartésien, comment est-ce qu'on peut faire en sorte pour que des enfants, nos enfants puissent, comment dire, s'épanouir, c'est-à-dire pour qu'ils puissent se construire. Quel est le cadre selon toi qu'il faut au regard de ces deux familles qu'on a vues, de tout ce qu'on a pu lire dans ce livre? Je pense que il ne faut pas les couper de leurs racines, parce que la transmission se fait par les parents, mais la transmission se fait aussi beaucoup en Afrique, oui, je parle de l'Afrique, par les grands-parents et la grande famille. C'est pour ça qu'on parle même parfois de parenté à plaisanterie chez nous, parce que vous pouvez avoir des enfants qui ont de très bonnes relations avec leur grand-mère, une grand-mère ou une tante, et ils conversent comme s'ils étaient des amis. Ils apprennent beaucoup. Et d'ailleurs, dans le livre, on le remarque lorsque Ifeoma, Tati Ifeoma vient donc prendre tous les enfants, y compris son neveu et sa nièce, et va prendre son père. Et lorsqu'ils vont alors aller regarder les spectacles des masques, les masquerades, tout à fait. Comment le grand-père les instruit, leur explique. Et c'est comme ça qu'ils ont commencé à être ouverts. Et quand ils sont rentrés à la maison, je crois que c'est Kambili ou Jaja qui a dit « Tu as vu que j'ai le même teint que grand-père ?» C'est-à-dire que déjà, ils commencent à être ouverts. Donc, je pense la transmission. Le cadre idéal, je ne peux pas dire lequel, mais je pense que pour chacun de nous, en fait, il faut pouvoir donner une liberté d'être. Parce que finalement, cette maman qui a donc choisi de ne pas réagir, de ne pas dire non à son mari, qu'est-ce qu'elle a fait à la fin? C'est elle qui l'a tué. Elle l'a tué parce que elle a commencé à l'empoisonner et puis bon, le poison l'a tué. Alors finalement, cela signifie-t-il que lorsqu'on ne réagit pas, c'est parce qu'on va arriver à la mort de la famille d'ailleurs, parce que lorsque l'on voit ce qui est arrivé à cette famille après le décès du père, c'est pas glorieux, oui, c'est pas du tout glorieux. Elle est prostrée, elle ne sait plus parfois ce qu'elle dit, elle ne parle pas. Le petit Jaja est en prison parce qu'il a voulu défendre sa mère en disant que c'est lui qui a empoisonné. Bon, c'est vraiment pas l'Amérique, entre guillemets. D'un autre côté, Ifeoma est parti aux États-Unis avec ses enfants. Ils sont à l'école. Certes, la vie aux États-Unis est différente de ce qu'ils faisaient là parce qu'elle est obligée d'avoir 2 boulots. Elle travaille à l'université, puis après dans une pharmacie. Ils n'ont plus beaucoup le temps de rester ensemble, mais ils sont vivants. Ils sont vivants et ils sont Jaja et Kambili, surtout Kambili, qui s'est retrouvé et qui prend des décisions aujourd'hui, se dit que mon frère va sortir de la prison et qu'est-ce qu'on va faire? On va aller voir Tanti Ifeoma aux États-Unis. Et avant même qu'il ne sorte de prison, elle est allée en pèlerinage en Souka, dans la maison où habitait sa tante. Tout à fait. Elle est arrivée, c'était d'autres personnes qui étaient là. Elle leur a dit, est-ce que je peux entrer? Parce qu'en fait, elle se retrouvait là-dedans.
C'est ça. Donc moi je pense que dans la vie, il faut savoir d'abord quand on a des enfants, c'est pas pour qu'on en fasse une troupe qu'on dirige. Hein. Quand on a des enfants, on fait le choix d'avoir des enfants. Il faut apprendre à les connaître progressivement, à leur laisser la liberté de devenir ce qu'ils sont pour qu'ils puissent s'épanouir. Parce que la vie ne s'arrête pas à vous. Hein. Exactement. La vie ne s'arrête pas à vous. Je pense que ça veut aussi dire indirectement que pour justement arriver à construire, arriver à permettre à ce que ces enfants deviennent des adultes épanouis, responsables, qui connaissent leur identité. Je pense qu'au départ, il faut soi-même être libre. Libre dans sa voilà, tête. libre, Oui, bien dans sa tête. Et ça, parfois, bon, ça peut être ça aussi le problème à la base. Tout à fait. Parce que quand on n'a pas réglé certaines choses, notre rapport à la société, à soi-même, à soi-même, même à soi-même. Voilà. Donc ça peut effectivement conduire à ce déséquilibre. De toute façon, c'est la preuve hein, pour Eugène, le papa. Ben oui. Tu sentais que bon, il empruntait une culture qui n'était pas la sienne. Voilà. Il s'y retrouvait pas. Exactement. Et en plus, moi, ce qui m'a fait tiquer aussi, c'est que une fois qu'il leur donnait donc tous ces coups-là, après il revenait, il les entourait il pleurait. et il pleurait. Il pleurait, ouais. En fait, c'est comme s'il ne savait pas ce qu'il faisait. Ouais, effectivement. Il ne savait pas ce qu'il faisait. Et vraiment, moi, je crois que c'était le plus malheureux. Hein. C'est vrai que sa femme aussi, après avoir assassiné son mari, bon, elle ne se sentait pas bien. Mais je crois que le plus malheureux dans toute cette histoire, c'était finalement, c'était le papa. C'était le papa. Oui. Chère Bolanga Family, ainsi s'achève le 6e épisode de Bolanga. Nous espérons que vous avez pris plaisir à écouter cette belle histoire Hibiscus pourpre. Le livre est disponible à Griot Bookshop. Avant de vous quitter, je voudrais remercier tout particulièrement Pièce Unique, une marque qui nous a fait confiance et qui a contribué à la production de ce numéro, de cet épisode. Pièce Unique propose des objets d'art utilitaires tels que ces éventails qui ont été peints à la main, propose des objets d'art de table, de la vaisselle, des nappes, des sets de table et même des parapluies. Alors je vous invite à aller visiter la page Instagram de Pièce Unique qui s'affiche à l'écran. Alors nous vous disons au revoir, maman et moi, et nous vous donnons rendez-vous le mois prochain. Au revoir et d'ici là, prenez soin de vous.